Grand entretien aujourd'hui avec François Asselin, président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a tellement de sujets que c'est un peu difficile de savoir par où commencer. Alors, je me suis dit, je vais prendre une citation de votre homologue du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a dit s'attendre à de nombreuses augmentations de salaire en 2022. Il a dit « Les salariés du privé attendent, après 2 ans d'efforts, leur juste récompense ». Est-ce que vous partagez cet avis ? Bon, alors, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte et de parler concret. Que s'est-il passé depuis la pandémie, depuis mars 2020 ? L'économie s'arrête. Ouais. Hein. Et malgré le fait que l'économie s'arrête, qu'on soit d'ailleurs retraité, fonctionnaire, salarié du secteur marchand, même demandeur d'emploi, même indépendant, eh bien, on a continué à pouvoir vivre. Les salaires ont été distribués, les traitements ont été distribués, les pensions ont été distribuées, les allocations chômage ont été distribuées. Et le constat qu'on fait à l'issue de cette pandémie, avant que ça redémarre, et malheureusement on n'en est pas sorti, c'est que finalement, d'une manière macroéconomique, c'est une moyenne, le pouvoir d'achat des Français n'a pas sombré. Hein. Même mieux que ça. Il a augmenté. Il a augmenté et un tout petit peu mieux que l'inflation. Hein. Donc, on ne peut pas dire, entre guillemets, que les Français, d'une façon économique, aient souffert. Alors attention, hein, il y a toujours des cas particuliers, on est bien d'accord, mais globalement, on ne peut pas dire que les Français aient souffert d'un manque de pouvoir d'achat. Hein. L'inverse est faux. Hein. Voilà, l'inverse est vrai plutôt. Hein. Ça redémarre. Et là, que se passe-t-il ? Pénurie de main-d'œuvre. Hein, on retrouve d'une manière démultipliée ce qu'on avait connu en 2019. On n'arrive pas à trouver les compétences dont on a besoin. Et là, forte tension dans les entreprises entre l'offre et la demande, si bien que les compétences dans nos entreprises, si on voulait les garder, si on voulait les fidéliser, eh bien, il a fallu répondre à leur demande d'augmentation individuelle. Et dans beaucoup d'entreprises, et je peux vous dire que j'en connais, les PME, hein, eh bien, pour garder nos compétences, on les a augmentées. Et les salariés sont en position de force, en fait. Et bien sûr, alors on ne va pas leur reprocher. Hein. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, dans beaucoup de PME, en tout cas, on a augmenté nos salariés pour éviter tout simplement de se les faire piquer par la concurrence. Et puis, lorsque vous devez recruter, j'aime mieux vous dire que les bases de recrutement sont plus tout à fait les mêmes que celles d'il y a un an plus tôt. Donc, bien évidemment, le niveau de rémunération des gens qui ont des compétences a augmenté. Alors après, il reste effectivement ce qu'on appelle les bas salaires. Alors vous savez, on est d'accord. Hein. Un bas salaire sera toujours trop bas. On est tout à fait d'accord. Hein. Le problème, c'est pas tellement de commencer un bas salaire, c'est de se retrouver 10 ans, 20 ans après, avec toujours un niveau de basse rémunération. C'est ça le vrai problème. Alors là, on est tout à fait d'accord. Lorsqu'on est au niveau du SMIC depuis des années, surtout si on est en milieu urbain, c'est quand même compliqué de joindre les deux bouts. On est tout à fait d'accord. Il y a 2 moyens de pouvoir augmenter son pouvoir d'achat, d'une façon tout à fait concrète, c'est de se former. Il faut en avoir la volonté et la possibilité, c'est très clair. Et là, vous pouvez changer de qualification et monter en grade. Ou alors, c'est de travailler plus, faire des heures supplémentaires qu'on peut se faire rémunérer. C'est les 2 manières vraiment très concrètes d'augmenter son pouvoir d'achat. Alors, il y a quand même une certaine pression gouvernementale, avec des déclarations notamment de Bruno Le Maire, sur une augmentation des salaires. Après, toute la question, c'est de savoir aussi de quelle variation on va parler. Parce que je lisais 2,2% de hausse prévue sur le salaire de base à partir de l'année prochaine environ. Mais si on prend, par exemple, le secteur de la restauration, qui est un cas très particulier, mais où il y a beaucoup de PME, j'imagine, on parle de l'UMIH qui a dit jusqu'à 9% de hausse des salaires. Alors, c'est vrai que le HCR se retrouve dans une position assez singulière, où les grilles salariales commencent avec des niveaux de grilles qui sont en dessous du SMIC. Alors bien évidemment, quand il y a de la tension sur les compétences qu'on n'arrive pas à trouver, eh bien là, si vous n'augmentez pas sensiblement l'offre, hein, vous n'allez pas trouver de candidat. Hein. Et puis c'est passé une autre chose aussi, c'est-à-dire que ce sont des métiers dans le HCR où on est souvent mobilisé le week-end. Hein. On travaille quand les autres ne travaillent pas, pour les servir. Hein. C'est ainsi. Quand on était chez soi pendant plusieurs mois et on a pu profiter de ces week-ends, eh bien, il est tout à fait normal, c'est humain, de se dire, bien, si je veux reprendre, est-ce que je peux éviter de travailler tous mes week-ends ? Et là, du coup, les employeurs du secteur HCR se retrouvent dans une position où non seulement il y a une pression sur les salaires, sur la rémunération de base, mais aussi sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils retravaillent complètement, on pourrait dire, leur marque sectorielle pour tout simplement faire revenir les compétences dont ils ont cruellement besoin. Hein.
Mais vous parlez de l'hôtellerie-restauration, mais il y a aussi d'autres secteurs. Je pense à la logistique, qui visiblement, là aussi, peine énormément à recruter. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez considérable, les emplois qui manquent aussi dans ce Oui. secteur-là. Alors, vous savez, d'abord, je ne connais pas aujourd'hui un secteur qui n'est pas concerné C'est ça. par la en pénurie fait. de main-d'œuvre. Hein. Entre nous, même si ce n'est pas une réponse satisfaisante, vaut mieux être dans cette position où, si on a envie de bosser, on peut trouver un employeur, plutôt que de connaître ce qu'on a connu par le passé, où on avait des compétences et on n'arrivait pas à trouver d'employeur. Ça veut dire qu'il y a quand même un coup à jouer, quelque part. Ceci dit, il va falloir rapidement trouver des solutions, parce que c'est un vrai frein à la croissance. Alors, il y a pression sur les salaires, il y a pression sur le coût des matières premières. Écoutez, le problème dans une entreprise, c'est que parfois, on ne peut pas basculer l'augmentation des coûts sur son prix de vente. Et là, en ce moment, beaucoup d'entreprises sont un petit peu inquiètes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais on est en train de rogner sur les marges parce qu'on n'arrive pas à basculer cette augmentation sur nos prix de vente. Alors, lorsqu'il s'agit d'un salaire de base avec une projection à autour de 2% d'augmentation, c'est à peu près l'inflation telle qu'elle est provisionnée pour l'année à venir. Oui, Donc, je veux dire, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Oui. Voilà, il faut pas, entre guillemets, s'amuser à se faire peur, si vous voulez, ça reste raisonnable. Mais lorsque on commence à voir des augmentations nettement plus importantes, que ce soit en termes de coût de la main-d'œuvre ou en termes d'approvisionnement, eh bien là, oui, ça pose un vrai problème à terme de rentabilité. Une entreprise, vous savez, il faut qu'elle équilibre les recettes et les dépenses. C'est bête comme chou, mais ça fonctionne comme ça. On ne trouve pas suffisamment de main-d'œuvre et en même temps, on a un taux de chômage qui reste encore assez élevé. Comment ça s'explique ? Grande question. Parce qu'il n'y a pas ces sujets-là chez nos voisins allemands ou chez nos voisins espagnols. On est bien d'accord. Portugais. Alors, c'est multifactoriel. D'abord, il y a trop d'échappatoires au travail. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que lorsqu'on avait, je dis bien, je parle au passé, puisque il y a déjà une première partie de la réforme de l'assurance chômage qui est mise en place et au 1er décembre, il y aura le deuxième volet. Mais lorsqu'on a un système assurantiel qui fait que entre deux contrats courts, eh bien, il n'y a aucun intérêt de retourner au travail, eh bien évidemment, là aussi, c'est parfaitement humain, on peut le comprendre. On préfère rester en inactivité plutôt que de rester en activité, puisqu'on est porté par la collectivité dans des conditions tout à fait favorables. Donc, si on a vraiment la possibilité de signer un contrat de travail, eh bien, il faut avoir un système incitatif à retourner, bien évidemment, sur le marché du travail. La réforme de l'assurance chômage est pour cela très importante. Il faut bien évidemment que le travail soit plus rémunérateur que la solidarité. Ça, c'est une évidence. Et puis, deuxièmement, vous avez les demandeurs d'emploi. On sait former massivement les demandeurs d'emploi, mais ce sont des formations qui ne parlent pas aux employeurs. C'est-à-dire que lorsque un demandeur d'emploi vient postuler chez un employeur avec une formation diligentée par Pôle emploi, il y a une sorte de doute. Il faut lever ce doute en renversant la logique. C'est-à-dire qu'il faut mettre les demandeurs d'emploi en milieu professionnel, en entreprise, et à partir de ce moment-là, financer la formation des demandeurs d'emploi en entreprise. C'est ce qui s'appelle la PEE, la préparation opérationnel à l'emploi. Alors, je ne connais pas ce dispositif. C'est un dispositif qui avait été à l'initiative, alors c'était avant mon mandat, de la CPME, où on renverse la logique, on se dit plutôt que de sortir du marché du travail des demandeurs d'emploi en les mettant en formation, ou parfois on attend d'ailleurs plusieurs mois avant d'avoir cette formation, donc on les écarte du marché de l'emploi, on les raccroche le plus rapidement possible au milieu professionnel, en entreprise, qui a des besoins de recrutement. Et puis, s'ils ont le potentiel au poste, on va dire, choisi dans l'entreprise, eh bien là, on met en place la formation au sein de l'entreprise. C'est ça la préparation opérationnelle à l'emploi. On a des vraies statistiques là-dessus. Et c'est 80% de transformation en CDI lorsqu'on met un demandeur d'emploi en entreprise pour se former. Eh bien, il faut massifier la formation au sein des entreprises. On a l'argent pour le faire. La ministre du Travail a réfléchi 2 milliards d'euros pour financer la PEE dans les entreprises. Pour l'instant, ça s'adresse plutôt aux chômeurs de longue durée. Nous, on voudrait élargir encore beaucoup plus cette possibilité à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et ça veut dire que c'est les entreprises qui deviennent en quelque sorte des organismes de formation. Alors, on voit beaucoup de grands groupes, notamment, qui créent leurs écoles ou leurs centres de formation. Est-ce que c'est le rôle des entreprises aujourd'hui ? Vous savez, on est dans une situation où, de toute façon, il faut absolument qu'on trouve de la main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas trop le choix. Je préfère encore que le demandeur d'emploi soit formé d'une façon très concrète en milieu professionnel, plutôt que de les écarter du milieu professionnel. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, et pour l'entreprise, et pour celui qui recherche un emploi. Est-ce que, quand même, le coût du travail reste trop élevé aujourd'hui en France ? Oui et non.
Oui et non, parce que évidemment, si je commence à vous dire un SMIC c'est trop cher, je me mets à la place de ceux qui gagnent le SMIC. C'est quand même dur de joindre les deux bouts, il faut bien dire les choses. Après, lorsqu'on regarde au niveau macroéconomique, on a en France encore un coût du travail qui est au-dessus de la moyenne européenne. On a rattrapé un petit peu notre retard, mais lorsqu'on commence à être dans des salaires qui sont au-dessus de 1,6 SMIC, parce que c'est là où, entre guillemets, le poids des charges sociales redevient à 100%, et bien là, effectivement, on a un coût du travail qui est très important. J'ai regardé un peu les propositions, notamment à droite, dans la course à la présidentielle, là, sur l'augmentation du salaire réel. On a Marine Le Pen qui dit toute hausse de salaire exonérée de cotisation jusqu'à 3 fois le SMIC. Xavier Bertrand, 5 milliards de plus sur la prime d'activité, qui en coûte déjà 9. Le problème, c'est quoi ? C'est la fracture entre le brut et le net qui fait qu'à un moment, on s'y perd ? Oui, c'est la fracture entre le brut et le net. Il faudrait bien évidemment que lorsqu'on verse un salaire, le net soit le plus proche du brut possible. On a quand même un système qui est très redistributif en France. Si on paye autant de charges sociales, c'est que tout simplement à côté, on a notre sécurité sociale avec tout ce que ça comporte de régime, qui sont un régime de solidarité extrêmement redistributif. C'est-à-dire que ce qu'on paye d'un côté, on le redistribue aux Français à travers, par exemple, des primes pour l'emploi. Ça, c'est les impôts de tous les Français qui le payent. Donc, bien évidemment, nous sommes plutôt favorables à la CPME de travailler sur le coût du travail plutôt que de, entre guillemets, fonctionnariser un peu plus les salaires du secteur marchand. Je m'explique. Lorsque vous compensez des salaires de bas niveau par des primes pour l'emploi, par la prime de 100 € par exemple, la prime inflation, c'est finalement l'État qui compense du pouvoir d'achat par rapport au salaire versé par l'entreprise. C'est une petite dérive qui peut devenir quand même relativement ennuyeuse, enfin embêtante, parce que quelque part, une part de la rémunération des salariés dépend des impôts de tous les Français. Quelque part, tout le monde devient un petit peu fonctionnaire. Et je ne pense pas que ça soit, à terme, un modèle économique tellement viable. Il faut plutôt travailler sur 2 leviers. D'abord, écoutez, le travail amène le travail. C'est-à-dire que nous, on est plutôt pour la détaxation, enfin, enlever les charges sociales sur les heures supplémentaires. Ça avait très bien fonctionné, au-delà de 20 salariés, parce qu'aujourd'hui, il y a un plafond de 20 salariés, pour faire en sorte que ceux qui travaillent plus gagnent plus. C'est tout bête, mais ça avait très bien fonctionné. C'était très populaire, aussi bien du côté des salariés que des employeurs, parce que là, bien évidemment, c'est une démarche vertueuse. C'est-à-dire que c'est du travail produit qui crée du pouvoir d'achat, et non pas quelque chose qui vient comme un crédit d'impôt, qui ne correspond pas à des heures produites. Et puis, écoutez, c'est effectivement s'attacher ou s'attaquer à la baisse des charges au-delà de 1,6 SMIC, ça nous permettrait de revenir dans la moyenne européenne du coût du travail. En disant ça, je suis tout à fait conscient qu'on se prive de certaines recettes fiscales. Mais écoutez, ça sera un choix de société à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que, par exemple, les réformes structurelles, comme celle des retraites, sont très importantes à l'avenir pour pouvoir équilibrer le poids de la sphère publique par rapport au secteur marchand. Parce que qui est-ce qui crée la richesse ? C'est le secteur marchand, ce sont les entreprises. Justement, on parlait de la réforme des retraites. Est-ce qu'un allègement des cotisations contre un allègement de durée de cotisation serait un bon levier ? Vous connaissez les paramètres pour la réforme des retraites. C'est le niveau des pensions, c'est la durée de cotisation, donc l'âge auquel on peut espérer partir en retraite, et puis c'est le niveau des cotisations. Alors déjà, on est l'un des pays en Europe qui cotise le plus. Donc s'il faut s'attaquer à la baisse du coût du travail, on ne va pas commencer par augmenter les cotisations. On a un beau levier, c'est que on s'aperçoit, quand on se compare à l'ensemble des pays européens, en tout cas des pays développés, même au niveau de l'OCDE, on est l'un des pays au monde où on travaille le moins longtemps pendant toute sa vie professionnelle. Je ne dis pas que les Français ne travaillent pas dur, certains travaillent très dur, mais sur toute une vie professionnelle, nous ne sommes pas assez nombreux à travailler assez longtemps. Donc c'est un beau levier. Est-ce que c'est grave, docteur ? Très sincèrement, je ne le pense pas. Est-ce que la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures ? Je ne le pense pas. Il faut simplement, surtout qu'on a gagné près de 8 ans d'espérance de vie depuis les années 80, où la retraite était à 65 ans. Donc il faut évidemment allonger la durée de vie au travail, prendre en compte les métiers qui sont physiquement plus exposés que d'autres, parce qu'il est tout à fait compréhensible que quelqu'un qui aura été, par exemple, charpentier pendant toute sa carrière professionnelle puisse partir plutôt qu'un type comme moi qui a fait sa carrière professionnelle dans une voiture ou dans un bureau.
Ça, on comprend tout à fait. Hein. Mais au-delà de ça, il faut qu'on arrive à travailler plus longtemps. Ça, c'est le vrai levier, c'est la valeur travail. Je crois que le président de la République a évoqué cette valeur. Eh bien, écoutez, dont acte, il faut la mettre en œuvre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a voulu replacer la valeur travail au centre du jeu. Et sur la réforme des retraites, il a abandonné visiblement l'idée du système par points qui était son idée de départ. Il préfère repousser l'âge légal et supprimer les régimes spéciaux. Ça vous convient, ça ? Ça nous convient. Alors après, il faut quand même rentrer un petit peu dans les détails. Hein. C'est-à-dire que supprimer les régimes spéciaux, on est tout à fait d'accord. Mais si supprimer les régimes spéciaux, c'est appliquer ce qu'on appelle la mesure grand-père, hein, où ne seront concernés que dans 40 ans ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui rentrent dans la fonction publique, là, on n'est pas tout à fait d'accord, voyez-vous. Sur l'inflation, vous avez mentionné tout à l'heure le chèque indemnité inflation là, de 100 € pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Vous inquiétiez récemment de sa mise en œuvre craignant une usine à gaz. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré sur ce point ? La mise en œuvre doit passer par l'employeur. Hein. C'est comme tout, le diable se cache dans les détails. Donc, dans l'immense majorité des cas, ça va bien se passer. Hein. Si vous avez un salarié en CDI au mois d'octobre et que l'activité est régulière et qu'il a moins de 2 000 € net par mois, ça sera très facile, très fluide. En revanche, ça sera un petit peu plus compliqué si vous avez un salarié qui, au cours du mois d'octobre, part en retraite, par exemple, hein, qui verse la prime, l'employeur, où il faudra certainement faire un complément de salaire ou la caisse de retraite, hein, parce que les retraités aussi sont concernés. Si vous avez des salariés multi-employeurs qui versent la prime de 100 €. Alors là, on est dans une foire aux questions avec le gouvernement. Ils répondent petit à petit à toutes ces questions très, très précises. Mais pour certaines entreprises, ça sera, celles qui ont par exemple des temps partiels avec multi-employeurs, ça sera un peu plus compliqué que pour d'autres. Un mot de la situation sanitaire, quand même. On parle aujourd'hui d'une 5e vague et le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a déclaré qu'il serait aujourd'hui souhaitable d'accroître le télétravail. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont les entreprises, ça y est, ont pris l'habitude, ces espèces d'allers-retours de un coup, il y a une jauge, un coup, il n'y en a plus, un coup, il y a un couvre-feu, un coup, il n'y en a plus. Comment ça se passe dans les PME ? Alors, écoutez, c'est un sujet urbain. Le télétravail. C'est ça. Hein. C'est un sujet urbain. On avait fait une enquête en pleine pandémie, justement, auprès de nos adhérents sur le télétravail. Alors là, il y avait vraiment une césure nette. Tout ce qui était, on va dire, grand centre urbain s'intéressait à cette question. Et tout ce qui était en dehors des grands centres urbains, le télétravail était un non-sujet. Donc, on parle aux entreprises qui sont en milieu urbain, il y en a beaucoup. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que globalement, on a trouvé à peu près un point d'équilibre, hein, surtout dans les PME. Hein. C'est-à-dire qu'on a appris à travailler avec plus ou moins de télétravail. Hein. Le constat, c'est que les salariés sont quand même aujourd'hui contents de revenir au travail. Et lorsqu'on peut organiser à la discrétion de l'employeur une journée de télétravail et que c'est possible, eh bien, généralement, ça se passe plutôt d'une façon relativement paisible dans les entreprises. Le dialogue social est quand même présent pour mettre en place ces choses-là. La question, c'est que vous avez beaucoup de salariés qui ne sont pas concernés par le télétravail, tout simplement par la nature même de leur travail. Quand on est sur une ligne de production, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Quand on est sur un chantier, on ne peut pas télétravailler. Lorsqu'on pétrit du pain, on ne le fait pas à distance. Mais pour le reste, tout ce qui est tertiaire administratif, aujourd'hui, globalement, ça ne fonctionne pas trop mal. Alors, s'il faut augmenter, on va dire, la dose de télétravail, on saura le faire. Hein, mais on veut surtout éviter de retomber un petit peu dans l'ambiance qu'on a connue, où on est dans l'entre-deux et où on perd, entre guillemets, l'envie de travailler. Il faut surtout garder cette envie de travailler. Vous savez, beaucoup d'entreprises, quand on parle des aides aux entreprises, c'est à 75% des mesures d'endettement qu'on a eues. Il fallait les faire, le gouvernement l'a fait, prêt garanti par l'État, report de charges. Mais maintenant, il faut rembourser. Et donc, si on fait chuter l'activité, alors là, ça sera très compliqué. Donc, il faut arriver à vivre avec ce fichu virus, bien évidemment en respectant les gestes barrières, en mettant peut-être un peu plus en place du télétravail, mais surtout ne pas quitter ce dont on a absolument besoin, l'activité, donc le travail. Vous parlez de garder l'envie de travailler. Et la mobilité des salariés là, semble s'accélérer. On parlait tout à l'heure des emplois non pourvus, mais j'ai vu la remontée des ruptures et des ruptures conventionnelles et des démissions. La DARES parle de 126 000 à 23 000 au deuxième trimestre. Là. Comment ça s'explique et comment on ne perd pas ces gens-là finalement ? Écoutez, pour l'instant, on est en train de les perdre. Alors, on va peut-être les retrouver. Ou vous avez des secteurs qui en retrouvent et d'autres qui en perdent. On parlait tout à l'heure du secteur de l'hôtellerie, café-restaurant. Quand vous êtes dans ces métiers-là et que vous étiez d'astreinte de travail tous les week-ends,
vous vous habituez à vivre pendant 7, 8, 9 mois chez vous en ayant tous vos week-ends, vous voyez grandir vos enfants, vous voyez votre épouse, votre époux, on peut tout à fait comprendre qu'on réfléchisse à changer de secteur parce que travailler le week-end, c'est pas toujours agréable lorsqu'on est coiffeur et qu'il s'agit d'avoir tous ces samedis ou mercredis au travail alors qu'on aimerait garder ses enfants. Le salarié est tenté pour regarder ailleurs. C'est presque insoluble, comment on fait? Parce que ces métiers-là, ils ont besoin d'être ouverts le samedi, ils ont besoin d'être ouverts le week-end, ils ont besoin de travailler en soirée. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous savez, au bout d'un moment, les rivières vont retrouver leur lit. Parce que les secteurs, lorsqu'ils vont retrouver entre guillemets leur assiette entre activité et nombre de salariés, les salariés, au bout d'un moment, s'ils ont cette qualification, ils seront bien obligés aussi de composer d'un employeur à un autre. Et puis, s'il faut travailler le samedi, il faudra travailler le samedi. Et puis, les employeurs ont bien compris aussi. C'est-à-dire que là où ce n'était pas possible, ils s'aperçoivent qu'en réorganisant leur activité, en faisant tourner leurs effectifs, on pouvait parfois, effectivement, faire en sorte que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui travaillent le samedi ou le mercredi. Voilà, donc ça se passera, à mon avis, d'une façon assez naturelle. En ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a un manque cruel de compétences. Mais écoutez, on n'est pas sorti de cette période de crise. On est en train de vivre les après-crises. Donc on n'en est pas sorti. Et donc il faudra attendre 2 ans avant de revoir les rivières regagner leur lit. Vous parliez rapidement des PGE. Moi, je voudrais savoir quelle est la situation financière des PME aujourd'hui. Alors vous avez une situation qui est quand même assez paradoxale, où lorsque vous interrogez les grands réseaux bancaires, lorsque vous interrogez la Banque de France, pas de sujet. Pas de sujet. Lorsque vous interrogez, par exemple, la médiation du crédit, très peu de sujets. Les tribunaux de commerce, ça frémit, mais c'est très calme encore. C'est-à-dire que tout le monde a l'air très serein sur, entre guillemets, la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes. Nous, du côté CPME, on avait fait une enquête déjà au mois de septembre sur 2700 entreprises et 39% d'entre elles, donc c'était très significatif, commençaient à avoir des doutes sur leur capacité de remboursement de leurs dettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tant que les créanciers n'ont pas assigné ceux qui leur devaient de l'argent, l'aventure continue. Tant qu'on n'a pas remboursé ou qu'on doit rembourser son prêt garanti par l'État, l'aventure continue. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les URSSAF en premier commencent à réappeler les cotisations, surtout pour les indépendants, avec la caisse du CPSTI, qui ont été suspendues pendant près d'1 an. Et là, il faut commencer à payer et à rembourser. Les prêts garantis par l'État, pour les premiers, vont commencer à être remboursés au mois de mars. Et là, on commence, nous, à voir monter des entreprises, petites et très petites, même moyennes, qui voient un endettement quand même assez substantiel à rembourser, un prêt garanti par l'État qu'il faudra amortir sur 4 ans. Et là, elles se disent, si mon activité ne reste pas ultra dynamique pendant ces 4 années, je ne pourrai pas faire face à mes échéances de remboursement de dette. C'est pour ça que nous, ce qu'on a demandé à la CPME, c'est d'avoir cette possibilité d'étaler le remboursement du prêt garanti par l'État sur plus que 4 ans. Parce que sinon, pour certaines entreprises, malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'entretenir finalement ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui mourraient d'une façon ou d'une autre et qui seraient peut-être mortes sans la crise? Je ne crois pas du tout au risque des entreprises zombies pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux bancaires regardent de très près l'endettement de leurs clients. Et là, vous avez Bruno Le Maire qui permet de pouvoir signer des prêts garantis par l'État pendant 6 mois supplémentaires. Voilà, jusqu'à juin 2022. Je peux vous dire qu'une entreprise qui est déjà pas mal endettée, elle n'aura pas son PGE. Malheureusement, ça sera très compliqué. Elle pourra potentiellement l'avoir à travers la médiation du crédit, mais c'est de moins en moins sûr. Donc déjà, on ne va pas entretenir l'augmentation des dettes de ceux qui ont déjà du mal à rembourser leurs dettes. Et puis deuxièmement, si vous faites de l'étalement de dettes, ça peut peut-être éviter l'entreprise de se mettre directement en défaut. Et là, de ne pas payer du tout ses dettes. Donc c'est là où il faut faire effectivement du cas par cas, mais d'une façon extrêmement fluide et rapide. Et nous, ce que nous aimerions, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs tout à fait intéressants pour permettre aux entreprises de rebondir avec du cas par cas. Ce que nous aimerions, c'est que ça se fasse avant d'arriver au tribunal de commerce, qu'on ne rentre pas dans une procédure ad hoc pour activer ces mesures de soutien. Il faudrait que ça puisse se faire avant. On a des outils pour cela. C'est un petit peu technique, pardonnez-moi, mais vous avez par exemple les GPA en région qui font un travail magnifique et les CPME sont vraiment à la manœuvre au niveau de ces GPA. C'est complètement confidentiel pour les entrepreneurs. Ça peut vraiment les aider à rebondir lorsqu'ils se retrouvent dans une impasse. C'est quoi les GPA? Alors, c'est les groupements de prévoyance agréés qui permettent d'avoir un entrepreneur qui frappe à la porte du GPA de façon complètement confidentielle. Il est entouré d'experts et on a des moyens financiers abondés par les fonds de revitalisation.
Donc c'est même des fonds encore au-delà de ce que peut prévoir aujourd'hui l'État pour faire rebondir les entreprises, pour leur permettre de combler les 10, 20, 30, 40, 50 000 euros qui leur manquent pour tout simplement continuer leur activité alors que leur activité est viable. Bruno Le Maire s'était dit plutôt favorable au cas par cas. Oui. Est-ce que vous en avez discuté avec lui ? Ah bien sûr, on en a discuté avec lui, bien évidemment, et puis on a été au centre du dispositif. La seule chose que je vous dis, c'est que les tribunaux de commerce font du bon boulot, globalement, mais il y a un aspect psychologique qui est terrible pour les chefs d'entreprise. Donc il faut, de mon point de vue... Il ne faut pas décourager le chef d'entreprise. Voilà, il faut que le chef d'entreprise, quand il sent que ça risque d'être compliqué, qu'il n'attende pas le dernier moment pour aller au tribunal de commerce. Et c'est là où, si vous avez une structure qui n'est pas directement le tribunal de commerce, qui ne soit pas on va dire quelque chose de juridique, eh bien c'est là où vraiment on peut traiter efficacement et rapidement les dossiers. C'est souvent ce qu'a fait la médiation du crédit. Merci beaucoup François Asselin. Je rappelle que vous êtes président de la CPME. Merci d'avoir été avec nous. Merci.